Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence débat intitulée Quels outils publics pour la transition économique ? En guise d'introduction, je vais peut-être rappeler, même si je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire dans cette salle, mais que la transition écologique est absolument nécessaire et urgente. Les canicules et les sécheresses de cet été nous l'ont encore rappelé. Mais que cette transition suppose une transformation profonde de nos sociétés et notamment de notre appareil productif. Et donc c'est pour réfléchir aux outils publics à mettre en place pour enclencher et accélérer cette transition que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir trois intervenants de qualité. Donc à l'autre extrémité, Frédéric Rouvet, cofondateur de Exki, la chaîne de restaurants Fast Good et CEO de l'entreprise. Par ailleurs également membre d'Alliance 2030, qui est donc un groupe de chefs d'entreprise engagés en faveur d'une économie plus durable. À sa droite, Thomas Bowens, professeur en économie, spécialisé en économie circulaire et durable. Et juste à côté de moi, Barbara Tract, secrétaire d'État bruxelloise à la transition économique. Pour ma part, je m'appelle Tanguy Olinger, je suis conseiller économie au Centre Jackie Moral, le service d'études d'écolo, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence. Durant toute la conférence, vous avez la possibilité d'interagir avec les intervenants via la plateforme WooClap. Donc vous pouvez leur poser les questions que vous voulez. Donc vous allez sur wooclap.com et vous tapez le code VERPOP via votre smartphone ou n'importe quel autre outil. Et je piocherai parmi les questions que vous avez trouvées les plus pertinentes en votant pour celles que vous préférez. Après ces brèves présentations, et si tout est clair, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et donc je vais me tourner en premier lieu vers Thomas Bowens. En tant qu'académique, je voulais vous demander peut-être une introduction un peu théorique. Donc comment est-ce que le monde académique définit la transition économique, pour peut-être rappeler encore pourquoi elle était nécessaire, et comment est-ce qu'il la voit, quel est le rôle des différents agents économiques dans cette transition entre l'État, les entreprises, les ménages, éventuellement dire s'il y a des désaccords entre chercheurs ou s'il y a un consensus qui se dégage. Voilà, vous avez la parole. Ouais. Donc le micro fonctionne. J'avais préparé quelques slides pour répondre à ces quelques questions. Donc voilà, moi je parle de transition sociale écologique, mais comme Tanguy l'a rappelé, évidemment, il y a une composante économique très importante. Donc d'autres parlent de transition économique, mais je pense qu'au-delà des termes, on s'accorde sur les idées fondamentales. Alors, transition sociale écologique, quoi ? Pourquoi ? Comment ? Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de transition sociale écologique ? Selon le dictionnaire Le Robert, une transition, c'est un passage d'un état à un autre, souvent de manière lente et graduelle. Alors, la littérature scientifique qui s'intéresse au plus près à ces phénomènes, à ce processus de transition, ce sont les transition studies, les études de la transition. Bon, jusque-là, pas trop de surprises. Cette littérature scientifique, elle définit la transition comme le passage d'un système sociotechnique à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par système sociotechnique, vous me direz ? Un système sociotechnique, c'est un système cohérent de relations humaines, d'objets techniques et de processus cybernétiques, qui implique des boucles de rétroaction, inhérents à des infrastructures vastes et complexes. Alors, prenons un exemple directement pour illustrer ce concept de système sociotechnique. Prenons par exemple le système automobile. C'est un système sociotechnique qui est composé d'une infrastructure complexe comme les infrastructures routières, avec une interconnexion de technologies telles que les automobiles, les feux de circulation, etc. Et un système qui est gouverné par tout un tas d'institutions sociales, publiques et privées, comme le code de la route, tout un tas d'autres institutions. C'est un système sociotechnique. D'autres systèmes, c'est par exemple le système agroalimentaire, le système de production énergétique, etc. Alors, juste
une slide pour vous présenter un peu comment cette littérature étudie ces transitions. Ce cadre-ci est un des cadres les plus utilisés dans cette littérature. C'est ce qu'on appelle la perspective multiniveau, puisque selon ce cadre théorique, eh bien, les transitions sont composées de 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le paysage sociotechnique, c'est-à-dire toutes les composantes qui forment le contexte dans lequel les transitions ont lieu. Toutes les valeurs sociétales, les grandes institutions économiques, sociales et politiques dans lesquelles s'inscrivent les transitions et qui sont souvent très difficiles à changer. Et puis on a le régime sociotechnique, c'est-à-dire les routines et les pratiques dominantes que les acteurs et les institutions utilisent et qui tendent à renforcer un système technologique particulier. Donc, typiquement, les innovations qui sont produites dans ce régime sociotechnique sont mineures ou incrémentales, elles tendent à renforcer ce système en place. Et les innovations radicales, les innovations réellement en rupture avec le système en place, elles viennent plutôt des niches, des innovations de niche, c'est-à-dire des espaces plus ou moins protégés des forces compétitives du marché dans le régime et qui permettent une certaine expérimentation technologique et sociale pour créer des innovations en rupture avec le système. Donc ça, c'est un peu comment les académiques comprennent cette transition. Et en fait, la transition est complète lorsque une technologie ou une pratique sociale ascendante, donc une de ces petites flèches là que vous voyez en bas, eh bien, se généralise dans la société et remplace en fait le régime sociotechnique existant par un autre. Voilà. Alors, ce cadre conceptuel a été appliqué à différentes choses. Par exemple, la transition des bateaux à voile aux bateaux à vapeur, des calèches hypotractées aux automobiles, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, la littérature s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la transition sociale écologique, qui est définie dans cette littérature comme les transformations fondamentales des systèmes sociotechniques actuels vers des modes de production et de consommation plus soutenables. Voilà, c'est en résumé comment les académiques aujourd'hui perçoivent cette transition. Alors, évidemment, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi transitionner vers des systèmes sociotechniques plus soutenables? Tanguy l'a évidemment déjà évoqué, et je pense que tout le monde est conscient des causes fondamentales de cette transition. Mais bon, voilà, la réponse est assez simple. Il suffit de méditer quelques minutes sur ce graphique. En noir, vous avez ici la trajectoire historique des émissions de gaz à effet de serre. En vert, vous avez la trajectoire qu'il faudrait suivre pour être en conformité avec les objectifs de Paris, donc c'est-à-dire moins de 1,5 degré d'augmentation par rapport au début de l'époque industrielle. Et en bleu, vous avez la trajectoire qui correspond aux objectifs et aux engagements gouvernementaux actuels. Donc, vous voyez qu'il y a un petit changement entre 2020 et 2021. Donc, l'écart entre la trajectoire bleue et la trajectoire verte s'est réduit, mais on est encore très 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 loin du compte avec les engagements qu'on a pris aujourd'hui. Alors, deuxième graphique que j'aimerais présenter, c'est celui-ci, qui représente en fait la répartition de la richesse au niveau global par décile. On voit sur ce graphique que les 1%
les plus riches de la population mondiale détiennent 38% des richesses mondiales, des richesses monétaires. Tandis que 50%, donc les 50 déciles les plus pauvres de la population globale, détient 2% de la richesse. Alors, cette inégalité des richesses se traduit évidemment par une inégalité au niveau de l'empreinte écologique. On voit ici que le top 1% des plus riches est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 5 déciles les plus pauvres sont responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Alors le message qui ressort de ces quelques graphiques est clair. On ne peut pas penser et agir sur l'environnement sans penser et agir sur le social et vice-versa. Donc il n'y a pas de transition écologique sans transition sociale et vice-versa. Donc les deux sont intimement liés. Alors, tout le monde s'accorde plus ou moins sur le diagnostic que je viens de dresser. Par contre, il y a énormément de débats, de discussions par rapport à comment faire pour transitionner vers un système socio-technique plus soutenable. Alors, prenons par exemple, je caricature un peu, mais d'un côté, il y a l'écomodernisme, qui est une école de pensée environnementale qui est centrée sur l'utilisation des technologies pour réduire l'impact environnemental tout en maintenant un niveau de bien-être élevé pour les êtres humains. Donc l'écomodernisme, par exemple, ne va pas rejeter l'idée que la croissance économique est compatible avec donc une croissance économique forte est compatible avec une réduction des impacts environnementaux. De l'autre côté, il y a des courants de pensée comme la décroissance qui, eux, sont beaucoup plus critiques par rapport à l'utilisation de la technologie pour résoudre les impacts environnementaux. Ils battent en brèche l'idée que la croissance économique est compatible avec la protection de l'environnement et tiennent même ou pensent même que la croissance économique est plutôt à la source des bouleversements écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, première pomme de discorde, c'est par rapport à la technologie, la place à accorder à la technologie dans ces transformations. Deuxième sujet de débat, c'est la forme de la gouvernance de cette transition sociale écologique. D'un côté, il y a les partisans d'une gouvernance plus centralisée qui prônerait une transition pilotée par l'État. Ça fait par exemple penser au modèle chinois, par exemple de la transition écologique qui prône par exemple le recyclage obligatoire des déchets alimentaires, la mise en place de quotas contraignants sur la consommation des ressources, etc. Et de l'autre côté, il y a les partisans d'une gouvernance beaucoup plus décentralisée qui laisse une large autonomie aux acteurs et communautés locaux. Alors, oui, donc ça, c'est simplement pour vous dire que par rapport à ces deux, on a justement pris ces deux composantes, donc la technologie, la gouvernance, pour imaginer 4 scénarios pour des futurs circulaires. Donc ça, c'est simplement une parenthèse. Si vous vous intéressez à ces scénarios, je vous invite à lire le papier scientifique qu'on a produit là-dessus. Alors, Tanguy, tu m'as aussi demandé, donc poser une question. Oui, le rôle des différents agents économiques. Voilà. Alors, si je vous ai introduit ces scénarios, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas une réponse unique à cette question. Ça dépend un peu du scénario dans lequel on veut se prolonger, vers lequel on veut aller.
Et donc, voilà, j'ai imaginé ce triptyque pour cette présentation, avec l'État, le marché et les communautés. Et ce triangle représente, si vous voulez, la répartition du pouvoir de décision politique et économique. Alors, dans un premier scénario, par exemple, on aurait ce scénario de la circularité planifiée, donc avec une transition sociale écologique fondamentalement pilotée par le gouvernement, donc avec une gouvernance plutôt top-down. Un deuxième scénario, ça pourrait être ce que j'ai appelé ici le libertarianisme écologique, c'est-à-dire qu'on laisserait le pouvoir de décision au marché. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner exactement en pratique, mais voilà, théoriquement, ça existe. Un autre scénario, ce serait de laisser le pouvoir de décision, de décentraliser de manière radicale le pouvoir politique et économique aux communautés locales. Donc c'est ce qu'on a appelé dans l'article la sobriété bottom-up. Et puis il y a tous ces scénarios mixtes, par exemple ce qu'on a appelé dans l'article le modernisme circulaire, qui est plus ou moins une alliance entre le gouvernement et les acteurs du marché. C'est selon moi dans ce scénario dans lequel on se trouve en fait actuellement. On a un scénario de circularité pair à pair dans lequel le pouvoir de décision est partagé entre les communautés locales et les acteurs du marché. Ça pourrait ressembler à une économie du partage généralisée, si vous voulez. Un autre scénario que j'apprécie particulièrement, c'est ce partenariat public commun, c'est-à-dire une alliance entre l'État et les communautés locales, dans lequel en fait le rôle du gouvernement ce serait de soutenir, favoriser, coordonner les initiatives lancées par les communautés locales. Et puis il y a évidemment cet espace au centre qui correspond plus ou moins à cette harmonie institutionnelle entre les trois institutions. Donc voilà, c'est juste pour un peu ouvrir le débat par rapport au rôle de ces différents acteurs. Voilà, et j'ai pour la dernière slide mis en évidence quelques outils que je trouve particulièrement intéressants. Donc il faut par exemple des normes globales en termes d'empreinte écologique. Je pense que ces normes générales au niveau mondial, national, régional, municipal sont importantes. Parce que sinon, la transition reste un jeu où chacun sent qu'il a à faire des sacrifices individuels sans que rien ne change au niveau global. On a aussi besoin d'une démocratie locale. Donc, à l'intérieur de ces normes globales, il faut laisser une large autonomie aux acteurs et communautés locales pour transformer ces normes en actions, en initiatives concrètes au niveau des contextes locaux. Évidemment, un autre outil intéressant, ce sont les leviers fiscaux. Pour une justice sociale, on pourrait par exemple mettre en place des revenus marginaux d'imposition plus élevés sur les revenus les plus élevés, ou bien une politique de salaire maximum. On pourrait instaurer une taxe sur les fortunes, comme l'a préconisé Thomas Piketty. Et évidemment, l'idée, ce serait d'utiliser les produits de ces taxes, redevances, pour financer, par exemple, le déploiement rapide des énergies renouvelables, pour financer un revenu de transition écologique ou un investissement massif dans les biens publics. Revenu de transition écologique, justement, il faut soutenir les personnes qui font le choix de la sobriété. Il faut soutenir, par exemple, les gens qui veulent se lancer dans des initiatives de micro-fermes de permaculture, des ateliers de réparation, que sais-je. Une réforme du système monétaire, ben oui. La logique de la dette capitaliste qui règne aujourd'hui va rendre la transition sociale écologique très difficile, puisqu'elle
pousse à une expansion continue de la masse monétaire et de son corollaire matériel qui est la croissance des impacts environnementaux. Une communalisation de l'entrepreneuriat, il faut repenser l'entrepreneuriat, pour que celui-ci ne serve plus uniquement l'intérêt d'investisseurs, mais le bien-être de la communauté en général. Ça passe, par exemple, par le soutien aux formes de démocratie économique, le soutien aux entreprises coopératives et d'économie sociale en général. Et puis, réduction du temps de travail, c'est raccourcir la semaine de travail, répartir le travail de manière équitable pour garantir le plein emploi et revenir à une production, une consommation plus paisible. Voilà, ce sont des idées que je mets sur la table, on pourra peut-être y revenir après. Et merci d'avoir posé le décor, et je vois que le débat est déjà bien entamé. Je vais tourner maintenant vers Frédéric Rouvet. Donc, je l'ai dit dans les présentations, donc vous avez créé une entreprise et vous la dirigez depuis. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment votre avis d'entrepreneur. Quel rôle doivent selon vous jouer les entreprises dans cette transition ? On a vu qu'il y avait différentes options possibles et évidemment des mixtes entre elles. Et comment est-ce qu'il faut faire en fait pour qu'une entreprise concilie les impératifs de rentabilité économique et évidemment ses objectifs environnementaux et sociaux, quoi. Je suppose que c'est un peu le cœur du débat, mais... C'est le cœur de la question que se pose tout entrepreneur un peu respectueux de son environnement quand il commence son activité. C'est sûr que la rentabilité est une chose qui est nécessaire pour la durabilité. Une entreprise, si elle n'est pas rentable, n'est par excellence pas durable, malheureusement. Ou alors elle est une entreprise non économique, c'est une entreprise sociale, et c'est un autre cadre, et on peut discuter avec plaisir d'ailleurs de ces autres cadres. Mais le cadre dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui, qui est un cadre quand même assez structurellement économique, avec la création de valeur nécessaire pour pouvoir la redistribuer, qu'elle soit redistribuée à son personnel, aux instances gouvernementales qui elles-mêmes les redistribuent à ceux qui en ont besoin ou à ceux à qui le gouvernement estime qu'il est nécessaire de donner un élan économique. Donc la création économique, évidemment, elle se crée au niveau, entre autres, de l'entreprise, et elle est régulée par l'État, et c'est bien ainsi. Le problème est quand ce rôle de régulation est défaillant ou est transformé par l'un ou l'autre mécanisme qui dévie l'objectif initial. Les entreprises sont clairement partie prenante dans cette transition socio-écologique dont M. Bayens vient de parler. D'ailleurs, je fais un petit écart, mais quand on parle de transition en disant que c'est lent et graduel, je pense que, voilà, il faut changer le terme. Il faut changer le terme pour que tout le monde prenne conscience que tout d'un coup, c'est pas lent et graduel, ce que l'on doit vivre, mais c'est plutôt accéléré. Et s'il y a bien un domaine que les entreprises maîtrisent en général, c'est l'accélération de l'une ou l'autre de leurs activités, de l'un ou l'autre de leurs investissements. Et donc, si on demande à une entreprise d'accélérer dans un certain sens, je pense qu'elle sera la première à vouloir le faire. Et les entreprises ne sont rien d'autre que des personnes. C'est un ensemble de personnes qui, pour autant que, évidemment, ils aient les mêmes valeurs, sont en fait le reflet de ce que la société souhaite pour elle-même, pour ses familles, pour ses proches. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vis le monde de l'entreprise, mais je ne suis pas le seul. Effectivement, vous avez souligné que je suis partie prenante, et je ne suis pas le seul. Je vois encore un de mes collègues dans la salle, et merci d'être là. On fait partie d'un groupe d'une quarantaine d'entrepreneurs, enfin de chefs d'entreprise et de board members, qui ont décidé que la transition, enfin l'accélération de la transformation écologique doit se faire au niveau des entreprises, et on veut en être les moteurs. Ce sont vraiment des professionnels soucieux du maintien de leur entreprise dans le tissu économique du pays, mais qui veulent quand même
marquer le coup auprès de leurs confrères. Parce que, il est vrai, comme dans toute population, il y en a qui prennent conscience de l'urgence et d'autres qui se satisfont de compter les points. Et nous, voilà, dans le groupe 2030, on a décidé de prendre conscience de l'urgence, et c'est un centre de réflexion et d'action. C'est-à-dire que chacun y vient avec ses bonnes pratiques, avec la seule ambition de donner envie aux autres responsables d'entreprise de faire le même chemin et de se donner des trucs et tuyaux pour pouvoir y arriver. Donc, le monde de l'entreprise est concerné, vraiment. C'est une réponse très affirmative que je vous donne là. Le président, d'ailleurs, de la société, de la représentation des entrepreneurs en Wallonie est un des premiers concernés par ce débat. Et c'est déjà le deuxième d'affilée. Donc on peut vraiment dire que et Jacques et Pierre sont des gens qui sont très impliqués dans cette transformation, dans cette accélération de transformation. Ils sont tous les deux membres de notre groupe d'ailleurs et très actifs. Donc à la fois Jacques Ray qui en a été l'initiateur, et à la fois Pierre qui est le président actuel, sont des entrepreneurs concernés par cette problématique. Ne croyons pas que l'entreprise... Et je vous le demande vraiment, l'entreprise n'est pas l'ennemi public numéro 1. C'est probablement un de vos meilleurs alliés dans cette transformation écologique que nous souhaitons tous pour nos familles et pour nous-mêmes. Et c'est une discussion importante, hein, parce que je me permets d'insister un peu, mais trop souvent, on accuse le monde de l'entreprise d'être le responsable de tout, de tous les maux qui nous arrivent. Alors, il y a probablement une part de responsabilité, mais tous, chacun, individuellement, nous avons aussi notre propre part de responsabilité qu'on doit assumer et transformer quelque part. Mais l'entreprise, et je pense que les gouvernements actuels l'ont compris, l'entreprise est un allié dans la transformation écologique et sociale. On peut aller encore beaucoup plus loin, parce qu'on parle de l'écologie, on peut parler du social. Aujourd'hui, il est astronomique de voir qu'on importe tellement de misère sociale des autres pays quand on achète des t-shirts pas chers et des choses comme ça. Donc, alors qu'on pourrait mettre une taxe à l'entrée qu'on redistribue ensuite à ceux qui ont la fierté de faire des produits locaux. Mais bon, c'est un autre débat, mais c'est un débat qui mérite son intérêt. Le monde politique a donc son rôle à jouer dans cette régulation. Il a ses limites parce que il est régional, il est national, il est européen, il est mondial quand il s'agit du commerce. Et donc ça devient, c'est pas toujours simple. Mais les entreprises, croyez-moi, peuvent être dans cette transformation les meilleurs alliés. Et quand vous me posez la question avant l'entretien de est-ce qu'on peut être à la fois rentable économiquement et faire un effort écologiquement, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est au prix de certains sacrifices. À partir du moment où vous avez cette conviction que le bien commun fait partie de la mission de l'entreprise, la finance n'en est qu'un des aspects. Et quand vous parliez tout à l'heure, Thomas, de cette nécessité de faire appel à toutes les parties prenantes de l'entreprise et pas seulement, comme trop longtemps sous l'influence américaine et en particulier de Harvard on l'a fait, pas seulement des actionnaires, mais aussi, bien entendu, du personnel, des fournisseurs qui sont des partenaires dans une transition. Pour prendre un exemple, l'entreprise que j'ai le plaisir de diriger, on a créé une charte fournisseur qui oblige nos fournisseurs à nous livrer des produits qui entrent dans un critère de durabilité. Bon, c'est pas toujours simple d'avoir des œufs de catégorie 0 ou au pire de catégorie 1 pour tous ceux qui nous fournissent des matières premières, hein, mais bon, voilà, ça a un coût. Mais je pense qu'il y a une demande aussi de la part des consommateurs. Donc les choses s'équilibrent. Et le tout, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et de la même façon, et pour reprendre une discussion que vous venez de lancer, je n'oppose pas croissance et décroissance. Parce que si on fait que de la décroissance, on ne va pas améliorer les choses non plus dans le cadre du développement durable. Si on ne croit
si on n'augmente pas le nombre d'éoliennes, pour prendre un exemple, parce qu'on veut partir du principe qu'une entreprise doit décroître ou que nous devons tous décroître, ça ne va pas aller. Donc il faut savoir où l'on veut croître, dans quoi on veut que les investissements se passent, et là, y aller massivement, et là, y aller en force vive, et pas en se disant on va rien faire. Par contre, je crois beaucoup à la sobriété individuelle. Ça oui, mais ça c'est un critère que chacun peut suivre dans son fort intérieur, et dans sa propre vie personnelle. Donc voilà, le monde de l'entreprise est un monde profondément ouvert. C'est un monde dont on a en Belgique probablement les meilleurs représentants d'une volonté de transition écologique. C'est un monde sur lequel à la fois le monde académique, à la fois le monde politique et à la fois le monde social peut et doit s'appuyer pour faire cette transition. Évidemment, il y aura, comme toujours, des gens qui ne joueront pas le jeu. Et comme toujours, il y aura un policier pour siffler la fin de la récré. Mais voilà, mais il faut le faire. Donc j'y crois beaucoup. Alors quand vous me posez la question, quand vous m'avez posé la question de savoir, oui, est-ce que les entreprises ne sont pas un frein à cette transition ? Peut-être certaines d'entre elles, peut-être même certaines très 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 grosses d'entre elles, et c'est là que apparaît le rôle nécessaire d'une intervention. Il y a des entreprises qui s'enrichissent de façon absolument inacceptable sur le dos soit de personnes, soit d'un appauvrissement climatique, enfin appauvrissement de nos énergies fossiles et d'un réchauffement climatique. C'est inacceptable. Il faut donc là aussi que le gouvernement, qu'on accepte tous, que le gouvernement joue son rôle de sanctionner et de diriger. Alors, ce que j'aime bien dans ce qu'on a appris, enfin ce qu'on a pris comme leçon du passé, c'est que la sanction négative, la punition, comme à l'école d'ailleurs, n'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est plutôt l'encouragement qui est un bon système. Et Madame la ministre nous en parlera plus avant, mais c'est cette optique-là qui a été prise dans les dernières décisions et dans les derniers plans, c'est que plutôt que de punir, on va essayer d'encourager. Et c'est en général ce qui permet aux meilleurs et aux moins bons de devenir encore meilleurs. Et c'est vraiment ça que moi-même je poursuis dans mon entreprise. On essaye d'encourager les gens à s'améliorer plutôt qu'à les punir et leur envoyer des avertissements pour mauvais comportement comme à l'école. Voilà. Merci. Alors, petite parenthèse technique, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions via WooClap, donc wooclap.com/verpop. J'ai vu qu'il y avait déjà 3 questions, je piocherai là-dedans pour le second round de questions. Mais tout d'abord, je voudrais laisser la parole à une dernière intervenante, et la transition est en fait assez simple, puisque d'une chose que disait Frédéric Rouvet, c'est qu'il y avait des entreprises qui ne respectaient pas les règles écologiques et sociales, et que donc il y avait un besoin de régulation de la part du pouvoir public. Or, Barbara Track, vous êtes secrétaire d'État à la transition économique. Bon, peut-être qu'il faudrait changer le terme, hein, ça je ne vais pas ouvrir le débat aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait l'appeler l'accélération de la transformation écologique et sociale. Mais dans ce cadre-là, vous avez fait adopter un plan, une stratégie qui s'appelle Shifting Economy au sein de la région bruxelloise. Et je voulais savoir si vous pouviez nous en faire un résumé, et quels sont les objectifs que se donne ce plan, et comment est-ce que vous pensez les atteindre en fait ? Oui, merci. Mais donc effectivement, Shifting Economy est une stratégie de transition économique, mais je le dis parce qu'on est entre nous, et que sans doute vous ressentez la même chose que moi, et d'ailleurs, vous l'avez dit, lent et graduel, voilà. Et on a intérêt à soit de changer de la définition de transition, soit à changer de terme, pour que ce soit, qu'on parle d'accélération et pas d'un mouvement qui est lent et graduel, de transformation de l'économie bruxelloise en s'appuyant, en travaillant, puisqu'on est les pouvoirs publics, sur les outils économiques régionaux.
Donc je ne vais pas expliquer chacune des mesures de la stratégie de transition économique que vous trouverez sur le site Shifting Economy. Il y a une centaine de mesures, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'elles. Mais pour vous expliquer ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il faut revenir à 2019, au moment où on a négocié l'accord de majorité, et au fait qu'à l'époque, Ecolo n'avait jamais exercé les compétences économiques, en tout cas jamais de manière directe. On avait bien sûr déjà exercé des compétences qui avaient un lien avec l'économie, mais jamais des compétences économiques en tant que telles. Et de manière très basique, le constat qu'on fait, c'est que le système économique global, mondialisé, globalisé, pas seulement à Bruxelles, pas seulement en Belgique, mais globalement, vous le savez, dans un système d'économie de marché, productiviste, etc., on est dominé par cette idéologie-là. L'économie mondiale est dominée par cette idéologie-là, est responsable de dégâts sociaux et environnementaux. Et c'est logique, hein, dans un système productiviste, c'est la conséquence évidente. Et nous, comme écologistes, on estime que l'économie doit permettre simplement de satisfaire les besoins actuels, tout en garantissant pour les générations futures la possibilité pour eux-mêmes aussi de répondre à leurs besoins. Et c'est ça la raison d'être de notre action, et c'est ça la raison d'être de la stratégie de transition économique. On veut permettre aux Bruxelloises et aux Bruxellois, aussi à ceux et celles qui produisent des biens qu'on consomme à Bruxelles, puisque à Bruxelles, quasiment tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur de la ville, que tous ces échanges économiques-là leur permettent de répondre à leurs besoins, tout en garantissant pour les générations futures la possibilité pour elles et eux de répondre à leurs besoins. Alors comment on fait ça? Comment on met en œuvre, on déclenche cette transition? En 2019, on avait déjà notre ambition et notre volonté de prendre ces compétences-là, reposait déjà sur des certitudes. Une des premières certitudes, c'était que les entreprises étaient des alliés, hein, et que nous devions, non seulement il y en avait qui étaient déjà des alliés, mais aussi qu'il fallait que le monde économique soit un allié, si on ne voulait pas s'opposer au monde économique, mais en faire un partenaire. On avait déjà identifié aussi qu'il y avait des opportunités économiques intéressantes à la transition économique. C'est, je pense, une évidence pour toutes et tous aujourd'hui. Les entreprises qui, aujourd'hui, isolent les bâtiments ou installent des panneaux solaires, singulièrement depuis quelques mois, depuis le déclenchement de la guerre et la crise énergétique, sont des entreprises qui fonctionnent bien et dont les carnets de commandes sont bien remplis. Pour ne donner qu'un exemple d'opportunités économiques liées à la transition économique. On avait, vous vous en souvenez, et ils sont toujours là, des jeunes qui nous interrogeaient en 2019, qui nous interrogent toujours, et qui interrogeaient les entreprises elles-mêmes dans lesquelles ils et elles travaillent ou postulent. C'est quelque chose qui me revient très régulièrement quand je parle avec des patrons d'entreprise, le fait que la raison d'être, non seulement la raison d'être, mais évidemment la manière dont on travaille dans les différentes entreprises est questionnée par les jeunes qui souhaitent être engagés ou qui passent des entretiens d'embauche et qui inversent un peu le rapport dans l'entretien d'embauche. On avait à Bruxelles des pionniers déjà de la transition économique, des entreprises qui sont des entreprises pionnières, premières dans l'économie circulaire par exemple, comme Permafungi, que vous connaissez peut-être. Permafungi, donc, qui fabrique des champignons, enfin qui notamment, puisqu'ils ont des nouvelles activités, fabrique des champignons à partir de marc de café notamment qui est récolté dans des cafés bruxellois et notamment chez Exki, qu'ils mélangent avec de la paille et du mycélium. Je vous passe les explications techniques que de toute manière je ne pourrais pas reproduire. Ils produisent sur ce substrat des champignons qui sont consommés localement. Donc voilà, vous voyez la circularité, un déchet qui devient une ressource. Et désormais, avec ce substrat, une fois que les champignons ont été produits, ils vont créer, ils ont effectué des recherches, ils vont créer des matériaux isolants avec ce substrat. C'est un exemple, mais je pense que c'est un exemple éclairant d'entreprise, d'économie circulaire, productive, une activité productive qu'on peut avoir dans un territoire aussi densément peuplé et urbain que Bruxelles. On avait aussi une grande force d'innovation.
dont Permafungi est un exemple. Et on avait besoin d'un cadre théorique neuf, puisque je vous ai dit que l'idéologie dominante ou la théorie économique dominante est celle du productivisme, celle qui repose sur des indicateurs économiques qui ne tiennent pas compte des impacts sociaux et environnementaux. On avait besoin de nouveaux indicateurs pour nous aider à créer ou avoir des outils théoriques pour cette stratégie de transition économique. Et on a fait appel pour cela à la théorie du donut. Certains d'entre vous ont participé à l'atelier tout à l'heure et pourront expliquer aux autres après comment ça marche. Mais donc en 2 mots, la théorie du donut permet de manière très simple, et donc sous forme d'un donut ou un bagel, voilà, un double cercle concentrique, d'à la fois mesurer les impacts sociaux, de respecter un plancher social et un plafond environnemental. Il y a une série d'indicateurs qui permet d'évaluer si une activité économique, un bien, un système économique, des politiques permettent de respecter à la fois les droits sociaux des citoyens dans et en dehors d'un territoire et le plafond environnemental. C'est avec tous ces éléments-là, plus les enseignements qu'on a tirés de la crise Covid, plus les enseignements qu'on a tirés de nos relations avec les différentes administrations nouées par l'exercice de ces compétences économiques et les partenaires sociaux qu'on a rédigé cette stratégie de transition économique. Alors la stratégie de transition économique régionale, elle transforme les outils économiques régionaux et je dois dire que les outils économiques régionaux sont des outils incitatifs. On n'a pas dans les outils économiques régionaux, ni à Bruxelles ni ailleurs, d'instruments de régulation de l'activité économique. Il y en a et il doit y en avoir. Donc on attend, où il y a une série de règles qui s'appliquent aux activités économiques. On a besoin de nouvelles règles également. On a parlé par exemple de la taxe carbone ou d'instruments aux frontières de l'Europe. C'est absolument indispensable. On a besoin de réformes fiscales qui soient utiles, efficaces. Voilà. On a besoin de mesures de divestment, donc de désinvestissement dans les énergies fossiles, par exemple dans les fonds de pension. On a besoin de règles, n'est-ce pas Baptiste, sur la publicité dans l'espace public et aussi dans les médias. On a besoin de règles environnementales fortes. Toutes ces règles-là s'appliquent aussi au monde économique, mais elles ne sont pas exercées par le pouvoir public régional dans le cadre des compétences économiques. Les compétences économiques et celles qui concernent, donc celles qu'on utilise dans la stratégie de transition économique bruxelloise, sont incitatives. Ce sont des mesures qui vont accompagner les entreprises, qui vont les financer, qui vont les aider à mettre en œuvre des projets innovants, qui vont les aider à regarder qui elles sont et quels sont leurs leviers pour modifier leur activité, se transformer elles-mêmes, pour devenir exemplaires sur le plan social et environnemental. Ce sont des moyens qui permettent aussi de localiser ou d'amener des entreprises à trouver un lieu pour exercer leur activité sur le territoire de la région. Et ce sont tous ces instruments économiques régionaux qu'on transforme avec cette stratégie Shifting Economy pour pousser les entreprises à devenir exemplaires ou pour inciter des nouvelles entreprises à devenir exemplaires dès leur création. Voilà, je pense que pour donner un exemple concret, je reprendrai l'exemple de Permafungi. Permafungi, dans tout le développement de leur activité, ils ont pu obtenir à la fois un accompagnement des structures publiques régionales, par exemple pour rédiger leur plan financier, ce sont des choses qu'on fait, des accompagnements, des coachings, etc. Permafungi peut bénéficier et bénéficiera d'accompagnement aussi pour leur localisation. Je ne sais pas si vous avez vu, ils viennent d'obtenir un financement très important qui va amener à décupler leur activité. Ils vont avoir besoin de plus d'espace et donc on va les aider à trouver sur le territoire de la région et pas en dehors leur activité à Bruxelles. On va trouver, c'est pas la peine pour les Wallons, on va les garder chez nous. Non, mais on va les garder chez nous. Oui, et en fait, je vous invite vraiment à utiliser votre marque de café et à faire des champignons là où vous êtes. C'est vraiment très bien. On peut vous expliquer comment on fait, c'est très très bien.
Ils ont bénéficié aussi d'appels à projets pour lesquels on stimule des activités circulaires. Hein. Donc, l'appel à projet s'appelle Bicircular. Il permet donc aux entreprises qui le souhaitent de tester des nouvelles activités circulaires, et on finance là. Ils ont bénéficié aussi de financement en matière de recherche. On a un appel à projet qui s'appelle Gisement urbain, où on dit à celles et ceux qui ont une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce déchet, quelle activité on pourrait développer à partir de ce déchet. C'est de la recherche, hein, donc on est vraiment dans l'expérimentation. Et bien, ils ont bénéficié aussi de ce programme-là. Ceci donc pour illustrer quels peuvent être, il y en a d'autres, hein, mais quels peuvent être les instruments publics régionaux qu'on utilise pour transformer l'économie. Merci. Alors, je suis... J'ai vu qu'il y avait des petits problèmes à la régie avec le WooClap, mais je pense que c'est résolu entre-temps. Donc si vous avez perdu votre question, n'hésitez pas à la reposer. Il y en a une que je vais piocher pour la poser à Thomas Bowens. C'est préciser la notion de... Ah voilà, elles apparaissent ici. Oui, c'était préciser la notion de décroissance. Je pense que c'était par rapport à la remarque de Frédéric Rouvet de dire que la décroissance impliquait d'avoir moins d'éoliennes, par exemple. Est-ce que la décroissance implique un recul généralisé de l'investissement dans l'innovation ou la mise en place de politiques ambitieuses? C'était une question à laquelle vous pourriez répondre. Et puis évidemment, je serais intéressé aussi d'avoir votre avis sur le plan Shifting Economy et votre analyse. Est-ce que selon vous c'est suffisamment ambitieux? Est-ce qu'il y a éventuellement des manques, des carences ou d'autres exemples de politiques que vous voudriez mettre en évidence, que vous avez rencontrés à l'étranger ou dans le cadre de votre recherche? Alors, au niveau de la notion de décroissance, bien entendu, le terme est volontairement provocateur, mais il n'est pas nécessairement en contradiction avec une politique publique d'investissement, parce que, comme vous l'avez dit, Frédéric, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut encourager à croître et qu'est-ce qu'on veut encourager à décroître. Et les tenants de la décroissance vont dire ben oui, l'investissement public c'est très bien, mais alors il faut l'orienter, il faut il faut investir dans les activités directement que l'on veut encourager, c'est-à-dire par exemple l'agriculture soutenable, les énergies renouvelables, etc. Donc les politiques qui veulent relancer la croissance économique de manière générique et sans objectif, on va dire, précis, simplement parce que qui sont fondés sur l'idée que la croissance économique va d'elle-même apporter les bienfaits environnementaux et sociaux, eh bien, ces politiques-là sont rejetées par les tenants de la décroissance. Donc voilà, pour cette question. Et alors, au niveau du plan de Shifting Economy, moi, je suis tout à fait en accord avec ce que Madame Tracht vient de présenter. Je trouve ça extrêmement important de soutenir ces activités, ces initiatives financièrement. Moi j'ai aussi travaillé beaucoup sur les startups circulaires, les initiatives d'entrepreneuriat circulaire, et c'est évidemment extrêmement fondamental de construire, de les aider à construire cette infrastructure sociale et technique pour développer leurs innovations circulaires. Et je suis aussi bien conscient que voilà, les compétences de la région sont avant tout incitatives. Simplement, j'aspirerais à ce que ces réformes ou ces mesures incitatives soient accompagnées par
oui, des règles environnementales, des mesures environnementales fortes à d'autres niveaux de pouvoir. Et je ne veux pas ici jeter l'opprobre sur le monde économique, sur les entreprises. Je pense que l'entreprise, l'organisation de l'entreprise est fondamentale. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les règles du jeu économique. Les règles du jeu actuelles favorisent les entreprises qui maximisent le profit, qui minimisent les coûts et souvent au détriment de l'environnement et du social. Voilà, parce que c'est un système économique qui fonctionne comme ça. Donc, il ne s'agit pas de cibler telle ou telle entreprise, mais il faut changer les règles du jeu. Parce que si, dans le contexte actuel, il est extrêmement difficile en tant que start-up circulaire, par exemple, de se maintenir, de survivre sur le marché. Comment entrer en compétition avec des entreprises qui ne se soucient pas du tout de l'environnement, qui ne font aucun cas des coûts sociaux. Donc, dans ce cadre, je crains que les mesures incitatives telles que celle-là, c'est un peu éponger le sol tout en gardant le robinet qui coule. Voilà, donc ça c'est un peu... bien sûr. Merci. Est-ce qu'on peut remettre éventuellement les questions du WooClap ? Je pense qu'il y en avait plusieurs pour Monsieur Rouvet. Donc la première peut-être, sans polémique, mais pour rebondir sur l'entreprise de nos invités, comment passer d'un monde où les entreprises font mieux et deviennent des best of class, dans un monde économique qui tienne vraiment compte des contraintes un monde économique qui tienne vraiment compte des contraintes de la planète et des 2 degrés maximum. Et alors j'en avais vu un autre aussi, puisque vous avez parlé de sobriété de la part des consommateurs plus tôt. Comment convaincre les gens de la nécessité de sobriété ? Est-ce que c'est la mission des pouvoirs publics ? Est-ce que les entreprises ont un rôle ? Et alors moi, la question que j'aurais voulu vous poser aussi, c'est est-ce que, à votre avis, il aurait été plus simple de créer Exki aujourd'hui avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place ? Et est-ce que ça vous encourage à aller encore plus loin ? Bon, beaucoup de questions. Je voulais rebondir néanmoins sur une remarque de Thomas par rapport aux incitations. Donner envie à une entreprise de faire mieux, comme donner envie à quelqu'un de faire mieux, c'est bien, mais il faut le mesurer. C'est-à-dire que ce qui manque souvent, ce sont des outils de mesure, des incitants que l'on donne. Et dans l'entreprise, on passe son temps à mesurer l'amélioration ou non de tel ou tel KPI, comme on appelle ça. Donc je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire parce que beaucoup de gens utilisent de l'argent finalement sans qu'on ne sache s'il a été bien utilisé, même si des conseils sont mis en place pour pouvoir l'organiser. Je pense que c'est une des préoccupations actuelles, c'est de mesurer et de donner les bons outils de mesure. Alors, comment faire en sorte, donc la question de la sobriété, c'est une question qui nous concerne tous. Je veux dire, il ne faut pas la mettre dans les mains de l'un ou de l'autre. Je pense que c'est une question qui concerne chacun d'entre nous. Donc évidemment, moi en tant que chef d'entreprise, moi en tant que particulier, moi en tant que père de famille, moi en tant que citoyen, je pense que j'ai à intégrer cette notion de sobriété. Et j'ai vu une question aussi, et ça rejoint l'autre question sur la notion de décroissance. On a vécu une période dans le Covid où en fait beaucoup de décroissance a été vécue. On a vu le petit graphe tout à l'heure avec la partie verte là, qui descendait brutalement. C'était la crise Covid et la fermeture de tous les secteurs d'activité quasiment. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gouvernements ont dû mettre en place des plans de relance pour, au contraire,
encourager les entreprises qui étaient asphyxiées. Et donc, on a mis énormément d'argent, beaucoup plus d'argent, dans des plans de relance que dans les plans de transformation. Ce qui est assez paradoxal, mais voilà, dans ce cadre-là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à se faire en se disant, OK, comment faire en sorte que les plans que l'on met en place soient des plans, non pas de relance, mais de transformation. Bien, c'est la parenthèse que je voulais faire, mais il y avait une autre question induite. Est-ce que lancer Exki aujourd'hui aurait été différent par rapport à il y a 21 ans je ne sais pas, je crois pas. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, plus qu'hier, il y a plein de gens qui lancent leur entreprise. Et c'est peut-être une des choses qui a le plus bougé dans notre petite Belgique, c'est que, alors que dans le temps, tout le monde rêvait de faire un métier honorable, comme on le disait à l'époque, et d'avoir une carrière assez stable et envieux, enfin enviée en tout cas, avec une visibilité. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes, se lancent dans l'entreprise, qu'elle soit sociale ou non, hein, je veux dire, qu'elle soit économique, sociale, peu importe. Quelqu'un qui lance une initiative locale, c'est quelqu'un qui lance une entreprise, c'est quelqu'un qui crée son propre emploi et qui le porte avec son activité. Et ça, je trouve magnifique. Donc, certainement que j'aurais lancé une entreprise. Est-ce que j'aurais lancé celle que j'ai lancée il y a 21 ans ou j'en aurais lancé une autre? J'en sais rien, mais c'est sûr que j'aurais lancé quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pas plus difficile aujourd'hui qu'hier. Les conditions sont différentes, mais on est là pour s'adapter aux conditions. Très sincèrement, je pense que plein de jeunes aujourd'hui ont trouvé le modus operandi. Et évidemment, comme toujours, il y en a 1 sur 10 qui va transformer ça de façon positive, mais l'expérience qu'il va en tirer va lui permettre, ou va permettre à ceux qui travailleront avec lui dans le futur de faire en sorte que ce soit quelque chose une expérience vécue qui sera plus riche que si elle n'avait pas été vécue. Il y avait encore une question ? Oui, moi je me demandais aussi si vous aviez encore des plans pour aller plus loin, en fait. Et, oui. Et ça rejoint une question que j'ai vue aussi dans le Book Lab, c'est quelle est votre vision d'Exki dans un monde, si pas décroissant, mais un monde qui respecte le 2 degrés oui. Je vais donner un exemple tout simple qu'on est occupé à tester depuis la semaine dernière dans 2 de nos restaurants. C'est les emballages réutilisables. On a un gros souci avec les emballages. Hein. C'est probablement notre plus grosse préoccupation, la plus grosse interrogation que nous avons dans notre métier. Parce que aussi bien on maîtrise les produits, aussi bien on est, je pense, socialement, on est bien. On n'est pas bien du tout dans nos emballages. Alors, on n'était pas bien du tout avec du plastique. On avait pourtant, dans le temps, juste avant le Covid, on avait du plastique qui était, à cette époque-là, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux, 90% recyclé et 100% recyclable. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait. Et puis, il y a eu, vous l'avez tous vu, enfin, cette grosse préoccupation des citoyens par rapport au plastique, dont on croyait qu'il était recyclé en Europe, et en fait, finalement, il était envoyé par cargo dans des pays asiatiques, et ça se retrouvait dans des décharges à ciel ouvert qui, avec les pluies torrentielles, finissaient par se trouver dans les rivières et les océans. Et ça, c'était une tromperie qui nous a tous profondément choqués, et moi personnellement blessé, ce qui fait qu'on est parti vers du carton dont on sait qu'il est recyclé de façon efficace en Europe. Alors, il paraît que depuis lors, il y a des usines et là, c'est bien, la transformation se fait, il y a des usines de recyclage de plastique. Le plastique est aujourd'hui... on peut utiliser les couvercles que nous utilisons, les seules choses plastiques que nous utilisons encore, c'est les couvercles qui sont 100% recyclés. Mais on veut encore aller plus loin, et donc on se lance là, depuis une dizaine de jours, dans le packaging réutilisable. Mais c'est une préoccupation parce que il faut donc le consigner, pour que c'est comme la bouteille de bière ou la bouteille de jus de pomme, il faut le consigner, il faut que la personne le ramène. C'est une discipline pour chacun, c'est pas évident parce que la consigne, ben oui, elle coûte 10 centimes, 30 centimes, 50 centimes, les gens vont-ils la payer? C'est toutes des questions qu'on est en train de poser à nos clients aujourd'hui. Sont-ils prêts pour une salade à 4,50 € à payer 50 centimes d'un emballage qu'ils vont pouvoir réutiliser et ramener, et que du coup ils récupéreront les 50 centimes? Moi j'y crois. Je crois que le monde politique y croit, puisque c'est une volonté européenne
pour mettre ça en place pour 2024, en tout cas pour les consommations sur place. Mais nous, on veut aller beaucoup plus loin, on veut déjà le faire pour la consommation à emporter. Parce que sur place, il n'y a pas de problème, évidemment, la consigne n'est pas à payer, puisque la personne, après, remettra son emballage, le packaging, son pot, à côté de l'endroit où on met les poubelles. Donc oui, clairement, c'est un gros effort, c'est un gros investissement, parce que tout d'un coup, on doit acheter énormément des emballages. Il faut savoir quel matériau utiliser, le tester à la résistance, le nombre de lavages, organiser le lavage et le circuit de lavage sans qu'il ne soit pire que de ne pas l'avoir. Donc on est occupé avec à organiser des circuits de récupération, de lavage, soit dans nos restaurants si c'est possible, ou soit auprès d'une entreprise de lavage qui est à proximité ou à côté de notre cuisine centrale d'élaboration des produits. C'est une énorme problématique. Et d'ailleurs, on a introduit ce dossier dans Bicircular, pour être tout à fait honnête, grâce à l'initiative de Thibaut qui est là. Mais parce que c'est vraiment quelque chose qui revient dans le circuit. Et donc, c'est une volonté que l'on a. On va voir si nos clients nous suivent. Je l'espère vraiment. Notre personnel, en tout cas, oui. Ça, je peux vous dire. Et je rebondis sur ce que Mme Tracht a dit tout à l'heure. C'est vrai, les jeunes aujourd'hui, mais pas que les jeunes, les gens qui travaillent dans une entreprise aujourd'hui demandent autre chose qu'un salaire. Ils demandent une adhésion aux valeurs de l'entreprise, ils demandent une adhésion à ce que l'entreprise défend à travers le temps et vers quoi elle va. Donc la vision que l'entrepreneur a aujourd'hui compte au moins autant que le salaire et la voiture que le personnel peut avoir comme bénéfice social. Mais ceci dit, ça reste encore une préoccupation de savoir quelle voiture la personne va avoir quand il va avoir le job. Et c'est un peu affligeant, mais c'est comme ça. Il y aura encore des vieux réflexes dans nos sociétés. Merci. Alors, Barbara Tracht, j'ai une question pour vous qui vient du Book Club. Est-ce qu'on peut toucher les entreprises peu convaincues avec une démarche incitative? Est-ce qu'on ne risque pas de toucher un faible nombre de convaincus, mais qui ne sauront pas créer un basculement de marché? Et j'ajoute mon petit commentaire personnel. L'exemple de Permafungi, moi, il m'est très sympathique, mais c'est vrai que ça reste assez marginal. Comment est-ce qu'on change vraiment le cœur de notre consommation aujourd'hui, quoi? Et donc, en fait, d'une certaine manière, la question, c'est quelle est l'étape suivante, quoi? Comment est-ce qu'on enclenche la vitesse supérieure après Shifting Economy? Et si c'est compliqué, qu'est-ce qui bloque, en fait? Est-ce que ce sont les entreprises qui sont réticentes? Certaines, peut-être, pas toutes, peut-être. Est-ce que c'est des partenaires politiques qui ne veulent pas toujours aller aussi loin? Je ne sais pas. Oui, ben je confirme ce qui a été dit tout à l'heure. Les outils économiques régionaux sont insuffisants pour transformer l'économie. Enfin, ils sont nécessaires, on doit les mettre en œuvre, ils vont accélérer, ils vont, je l'espère, faire en sorte que Bruxelles sera le pionnier de la transition économique et que les entreprises bruxelloises vont comprendre qu'elles ont intérêt à bouger en premier et être des exemples pour les autres, et que c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt de la région, mais aussi dans leur intérêt propre. Donc ce n'est pas du tout inutile, mais c'est insuffisant. Il faut des règles, et il y a plein de règles, il en faut davantage, en matière sociale et en matière environnementale, notamment, mais l'exemple de l'ajustement aux frontières, la taxe carbone, est un bon exemple, parce que il démontre de manière évidente comment on peut essayer de faire en sorte de remettre sur un pied d'égalité des entreprises qui respectent les droits sociaux, qui respectent l'environnement, avec leurs concurrents qui, effectivement, aujourd'hui sont favorisés. Je veux dire, une entreprise qui fait produire des baskets par des enfants en Chine peut les vendre beaucoup moins cher ici, en dépit du fait qu'elles sont produites par des enfants, elles sont acheminées ici avec un coût environnemental, blablabla. Voilà. Donc ça, il faut des règles qui remettent sur un pied d'égalité des entreprises qui respectent l'environnement, qui respectent les droits sociaux, et celles qui ne les respectent pas. Et ça, je ne sais pas le faire avec les compétences économiques régionales, mais c'est ce que nous défendons par ailleurs à d'autres niveaux de pouvoir. Il y a d'autres leviers qui sont des leviers majeurs. Je parlais tout à l'heure des politiques dites divestment, de désinvestissement dans les énergies fossiles, notamment de fonds de pension, par exemple. Ça a un impact majeur, prendre des mesures comme celle-là.
On a adopté à Bruxelles, par exemple, dans les outils, pour prendre un outil économique régional, on a créé un nouvel outil de financement des entreprises qui s'appelle le prêt proxy, donc qui favorise le fait que des citoyens qui ont de l'épargne peuvent, de manière intéressante, utiliser leur épargne pour financer une activité économique locale. Ça permet d'ancrer l'économie, etc. C'est un instrument très intéressant. Et on espère, et c'est le cas, que ça peut aider des entreprises locales bruxelloises à se développer. À côté de ça, il faut aussi des politiques massives de désinvestissement dans les énergies fossiles, parce que c'est très bien, le prêt proxy, on est très content de l'avoir fait, très utile, etc. Mais enfin bon, il y a encore des millions et des millions, si pas plus, qui sont investis dans les énergies fossiles en Belgique, ou des politiques, par exemple, de favorisation de la voiture de société, par exemple, c'est des millions d'argent public qui sont investis dans la voiture. Voilà. Donc ce sont des mesures qu'il faut aussi adopter et qui ont un effet environnemental très fort et qui doivent être adoptées par ailleurs. Voilà. Dans les politiques économiques régionales, les politiques peut-être les plus dures, ce sont celles de financement. Et sur les questions, parce que là, on est dans quelque chose qui est... c'est un oui ou c'est un non, et c'est absolument vital pour les entreprises concernées. Et là-dessus, avec la charte d'investissement qu'on a adoptée en fait très vite, bien avant l'adoption de la stratégie elle-même, le switch a déjà été effectué. Ceci pour dire qu'on n'est pas que dans de l'incitatif et dans du « s'il vous plaît, faites-le », on est aussi dans des politiques plus dures. Qu'est-ce qui bloque ? En fait, si je reviens 3 ans en arrière, je pensais qu'il y a beaucoup plus de choses qui allaient bloquer que la réalité qu'on a vécue. Je ne dis pas ça parce qu'ils travaillent beaucoup, il y a des gens de mon cabinet là qui travaillent tous beaucoup et qui doivent se battre tous les jours. Donc oui, il y a évidemment plein d'obstacles, mais dans les mesures qu'on adopte, quelque part, en fait, on est entre nous, hein, donc je peux utiliser les termes les plus simples. La crise Covid nous a aussi aidés. Elle a ouvert les yeux de beaucoup de monde sur les failles de notre système économique actuel. Je pense que tout le monde se souvient du prix auquel on devait acheter des médicaments, des masques, etc. en Chine au moment où on n'en avait plus ici, et que c'est complètement absurde d'acheminer depuis très loin des biens de première nécessité. Des concepts comme la relocalisation de l'économie, je pense qu'avant 2020 et la pandémie, tout le monde disait « attention, protectionnisme, etc. » Aujourd'hui, tous les dirigeants européens, etc., disent qu'il faut relocaliser l'économie, les activités stratégiques doivent être sur nos territoires, etc. Donc on est vraiment dans... En tout cas, il y a une évolution très forte, y compris auprès de ceux qui étaient les plus grands défenseurs de l'économie néoclassique dans les concepts. Et mon impression, c'est qu'il y a plus de difficultés en fait, dans des questions de concepts, justement, que dans leur application. Pour la stratégie de transition économique, bien sûr, il a fallu se battre sur plein de trucs, mais un truc qu'on n'a pas réussi à faire, par exemple, c'est d'écrire le mot donut dans la stratégie de transition économique. Ça, ils n'ont pas voulu l'écrire. Il est écrit plafond environnemental, il est écrit socle social, il est écrit tout ce qu'on peut tirer de la stratégie de la théorie du donut, mais le mot donut, on n'a pas pu l'écrire. Ça, c'est voilà. Et donc en soi, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, puisqu'on a mis voilà. Je trouve que c'est plus facile que ce qu'on aurait pu imaginer en 2019. Le vrai défi pour nous aujourd'hui, c'est celui effectivement de la massification. Donc oui, ok, permafungi, c'est un exemple, voilà, mais un exemple très particulier. Comment est-ce qu'on fait pour que Decathlon bouge, pour que Carrefour bouge, pour que des grands acteurs bougent, et aussi des tout petits. Donc les grands acteurs, souvent ils peuvent avoir des services qui réfléchissent à comment bouger, etc. Mais les tout petits, et l'économie bruxelloise, c'est essentiellement des tout petits, des indépendants en fait, ou vraiment des toutes petites entreprises qui travaillent comme des fous et qui n'ont pas spécialement le temps
de s'interroger sur leur impact environnemental et sur comment le modifier, comment on fait. Mais c'est tout dans la stratégie de transition économique, une grande partie des mesures sont des mesures d'accompagnement et ça va être notre rôle d'aller sur le terrain, d'aller les voir, d'aller les convaincre aussi par l'intermédiaire de leurs pairs, avec l'union des classes moyennes, de manière sectorielle, d'aller les rencontrer et de faire ça le plus vite possible parce que moi, ce que je ressens fort aujourd'hui à la sortie de l'été, c'est qu'effectivement une transition lente et graduelle, c'est pas complètement insuffisant. Et les objectifs qu'on s'était fixés à 2030 et qui étaient ambitieux au moment où on se les a fixés apparaissent aujourd'hui comme nécessaires, indispensables, mais peut-être un petit peu trop éloignés. C'est ça, pour moi, donc la mise en œuvre de la stratégie shifting, c'est ça l'étape suivante, et son accélération. Merci. Je rebondis tout de suite parce que vous en avez un peu parlé. Je vois qu'il y a 2 questions dans le WooClap qui en parlent. C'est la question un peu du protectionnisme. Comment faire en sorte que les entreprises bruxelloises ne quittent pas la région si on leur impose des règles trop strictes, quoi. Donc aujourd'hui, il y a à Bruxelles, pour Bruxelles, comme plein d'autres villes, capitales innovantes, etc., et surtout qu'on est un petit territoire avec assez peu d'espace pour des activités économiques globalement, mais aussi des activités économiques productives, il y a déjà plein d'entreprises qui quittent tout le temps Bruxelles. Et c'est le cas à Bruxelles, c'est le cas à Paris, c'est le cas, voilà, parce qu'il y a l'innovation, parce que Bruxelles, il y a les universités, les jeunes arrivent, ils créent des trucs, et puis après, ils doivent s'agrandir, et puis le foncier coûte très cher à Bruxelles, et donc forcément, ils s'agrandissent. Et Permafungi va quand même rester à Bruxelles, mais il y en a plein qui sortent, parce qu'il n'y a pas l'espace, et parce que c'est moins cher en dehors de la région. Moi, je pense que d'abord, les règles environnementales et sociales, elles doivent ne pas concerner que Bruxelles. Donc, quand on parle d'ajustement aux frontières, taxes carbone, etc., ça doit concerner, même pas d'ailleurs que la Belgique, ça doit concerner l'ensemble de l'Europe. Je pense dans une certaine mesure, je pense que voilà, il y a des entreprises qui sont créées à Bruxelles, on est très contents, on essaie de les garder le plus longtemps possible. Et je vous rappelle que vous ne nous prendrez pas Permafungi, mais voilà, c'est normal qu'une ville qui concentre l'innovation, qui concentre, voilà, à un moment, voit des entreprises la quitter. Merci. Est-ce que vous avez envie de réagir éventuellement à ce qui a été dit précédemment? Sinon, il y a encore d'autres questions en stock. Mais moi je veux bien réagir sur cette dernière question, qui est une question qui, en tant que responsable d'entreprise, me préoccupe évidemment. Bon, par exemple, nous, nos restaurants sont évidemment à Bruxelles, notre siège social est à Bruxelles, toutes nos équipes viennent à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout de même assez central, c'est assez facile d'accès. Bon, on est près de la porte de Namur, le train arrive de la gare de Luxembourg, la gare centrale, la gare du Midi. Donc c'est assez facile. Ceci étant, quand on a dû se poser la question de savoir où mettre notre cuisine, mais c'est vrai qu'on est allé en Wallonie. On est allé à Nivelles, parce que 2000 mètres carrés de cuisine où travaillent 55 personnes, eh bien oui, c'est pas si évident de trouver ça à un prix raisonnable pour une petite entreprise. Nous sommes quand même toujours une petite entreprise. Et donc, évidemment, oui, on a dû bouger à ce moment-là pour ces raisons physiques, économiques. Ce qui a été... Alors, j'exprime un sentiment que j'ai vécu... Enfin, ce qui a été très enrageant pendant la crise Covid, c'est que, comme la région de Bruxelles est une région moins riche, eh bien, que la Flandre, par exemple, eh bien, les aides aux entreprises dont on avait confisqué l'outil comme la nôtre, eh bien, ont été 6 fois moins importantes que celles que... donc, si on avait eu notre siège social à Diegem, pour prendre un exemple, comme beaucoup d'entreprises l'ont à côté de l'aéroport de Zaventem, on aurait eu 6 fois plus de subsides, d'aides, et un accès à probablement des moyens de financement plus importants pour pouvoir survivre. Parce que là, c'était une question de survie. Quand on veut faire votre activité, c'est une question de survie. Donc voilà, et ça répond à une question au clap aussi, parce que j'ai vu, peut-on vivre sans le capital ou sans le capitalisme, était la question exacte. Nous, pendant la crise, heureusement qu'on avait des investisseurs à nos côtés, donc on est 6 actionnaires, heureusement qu'on avait du capital à mettre dans l'entreprise, sinon on n'aurait pas survécu. Donc, le capital est quelque chose qui est nécessaire. Est-ce qu'il est bien organisé sous le système capitaliste ? Ça, je suis d'accord que c'est une longue, grande question, et sans doute faut-il orienter
il faut trouver un autre système. Malheureusement, toutes les alternatives qu'on a essayé de trouver dans le passé n'ont pas été tout à fait concluantes, mais il y en a certainement une qui doit exister et qui nous permettra de transformer ce besoin que l'on a d'avoir de l'argent pour l'investir, parce que c'est avec ça qu'on fait nos échanges, mais et de le rémunérer de façon différente que simplement de façon privilégiée, comme c'est souvent un peu le cas. Voilà. Mais je crois qu'on va inévitablement vers un système alternatif, mais qui n'est pas encore... Il faudra un professeur comme vous pour le formaliser et le décliner, ce qui s'appellera Donut ou autrement. Mais il faudra qu'en tout cas, il voit le jour. On en fera le thème d'un autre débat. Thomas Bowen, j'ai une question qui vient aussi du WOCLAP. Est-ce qu'une politique incitative ne devrait pas s'accompagner de règles contraignantes pour ne pas limiter la motivation plus ou moins grande des acteurs économiques? Pour ne pas se limiter, pardon, excusez-moi. Ben, oui, donc c'est à ça que je me référais en fait quand je parlais de modification des règles du jeu. Il faut des règles contraignantes, il faut aussi surtout prendre en compte le coût environnemental et social des activités économiques. Tant que on vit dans un système économique qui ne prend pas en compte ces coûts, et voilà, il n'y a pas de mise à niveau possible entre les entreprises vertueuses et les entreprises voilà, qui font fi de ces coûts. Et la prise en compte de ces coûts, ça va passer inévitablement par la taxe ou les quotas. Donc voilà, il faut, à mon avis, en passer par là. Alors personne n'aime les punitions, ça c'est sûr, mais on voit le graphique, on voit l'effort à fournir en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes... Il n'y a pas que les émissions, il y a la perte de biodiversité, il y a l'acidification des océans, il y a etc. Donc, à la vue des défis colossaux qui nous attendent, et évidemment, on en voit déjà les prémices cet été, l'été dernier, il n'y a pas d'autre choix que de contraindre à un certain moment. Voilà. Donc, carotte et bâton. Combinaison des deux. Ouais, carotte et bâton, ouais. Ça, les entrepreneurs aiment bien ça, genre. Et en plus, c'est les bio. Petite question pour vous trois, ou pour celui ou celle qui veut répondre. On a vu cet été des économistes éminents et médiatiques sortir un peu de leur carcan néolibéral pour prôner une plus grande régulation. Bruno Coleman, pour ne pas le nommer. Une forme de planification étatique dans le cadre de la transition écologique. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je peux commencer si vous voulez. Ouais, donc ça c'est un peu le scénario de circularité planifiée que j'ai évoqué précédemment. Donc une certaine planification étatique avec une approche plutôt top-down de la gouvernance de cette transition. Moi personnellement, je suis pas complètement en accord avec cette vision, dans le sens où je pense qu'on oublie beaucoup la richesse et les ressorts des communautés locales. Je pense qu'il faut laisser une large autonomie aux communautés locales pour pouvoir justement libérer toutes ces potentialités, tout ce capital social qui est là. Donc voilà, dans ce schéma, dans le triptyque que j'ai présenté là, il y a quand même un grand absent dans les conversations, dans les débats actuels, c'est que c'est la société civile, ce sont les communautés locales. Ouais, donc voilà, moi j'aspirerais à une vision plus équilibrée avec
une prise en compte beaucoup plus grande des communs et des communautés locales. D'autres réactions? Mais moi, personnellement, en fait, j'ai été assez heureux de lire ce genre de propos, hein, très sincèrement, venant de ce monde-là, du monde de la banque, du monde de l'économie assez théorique. Alors évidemment, probablement que l'étape suivante, c'est d'intégrer les communautés, mais là, peut-être que vous êtes en avance d'un pas. Mais déjà, rien que ce pas-là, je trouve qu'il est gigantesque. Et s'il pouvait être reproduit au niveau européen pour que tout le monde, pour qu'on n'ait pas cette espèce d'Europe à 2 vitesses ou à 3 vitesses, ce serait vraiment bien. Voilà, alors je trouve que c'est bien de faire les pas les uns après les autres. Celui-ci, c'est un grand pas. Il faut le souligner. Je veux dire, on peut toujours ne pas faire assez, mais venant de ce monde-là, de tenir des propos comme ceux-là, sachant que ces personnes qui tiennent ces propos sont écoutées par beaucoup de gens et sont pour d'autres des modèles ou des professeurs qui leur enseignent des choses qui vont donc durer sur des générations. Je trouve que ça mérite d'être souligné, oui. Franchement, c'est une belle première étape. Moi, je suis pour les étapes progressives. Hein. On peut avoir une vision à très très long terme, c'est vrai, mais il faut, dans la réalité, avancer pas à pas. Mais moi, je suis d'accord avec vous deux, en même temps. Moi, j'ai été contente de le lire. Évidemment que nous, ça nous fait sourire parce que... mais Christophe est sorti, je crois, mais il y a 10 ans, il nous obligeait de lire Prospérité sans croissance de Tim Jackson. Voilà. Entre-temps, visiblement, Bruno Coleman l'a lu aussi. Et donc, voilà. Mais c'est bien, je veux dire, qu'une personne de premier plan comme lui décide de le faire. Et j'espère que dans son travail de tous les jours, il l'appliquera également. Je veux dire... du côté des banques, il y a, pour prendre sa sphère, une sphère dans laquelle il va mettre en œuvre aussi de la transparence et du désinvestissement dans le travail qu'il fait. Mais ça, voilà, le fait qu'il s'exprime publiquement a un effet, j'espère, un effet d'entraînement ou un effet de conviction fort. Et je suis d'accord avec le fait que dans l'économie de demain, et celle qu'on essaye de mettre en place avec nos outils incitatifs, il y a l'État régulateur, il y a un État qui investit aussi dans des secteurs stratégiques verts, il y a des comment, et donc là aussi on pourrait parler des comment économiques et organiser une conférence à ce sujet, et il y a le privé, la sphère autonome pour utiliser... un terme Etopia. Merci. Alors, on peut prendre des questions au micro, par contre, il faudra venir devant pour les poser, ou que quelqu'un déplace le micro. Bonjour, merci beaucoup pour tous ces échanges, ces réflexions, ces témoignages, ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi, je suis plutôt du côté de... je suis un scientifique et je suis plutôt du côté donc, de la recherche et de l'enseignement, mais je suis très très heureux de voir... les gens du monde économique et bien sûr politique, mais économique, qui réfléchit maintenant à ces questions et qui se regroupent ensemble, qui élaborent une réflexion vraiment alternative. Et voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que les problèmes auxquels on est confrontés se résoudront le jour où les économistes seront devenus quelque part un peu des écologistes ou en tout cas des terriens planétaires et qu'ils intégreront ces réflexions-là dans leur métier de tous les jours. Parce que nous, écologistes purs et théoriciens, on a beau avoir toute l'empathie qu'il faut pour la planète, mais on n'a pas le pouvoir, donc on ne va pas pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est les économistes qui vont sauver la planète ou pas. Voilà. Moi, je le crois vraiment. Donc je suis très enthousiaste quand j'entends des directeurs d'entreprise qui disent « mais nous, on est quelques-uns à se mettre ensemble, on réfléchit ». Donc ma question, je vais vers la question est double, c'est la recherche. À la fois au niveau des entreprises, quand vous réunissez comme ça, c'est ce qu'on appelle un think tank, hein, donc quand des gens un peu visionnaires se mettent ensemble et élaborent une nouvelle manière de voir. Donc est-ce que ça se développe, ces think tanks, ces endroits de réflexion et de création du nouveau monde, j'ai envie de dire, au sein des gens qui sont dans le monde de l'entreprise, pour être un peu des visionnaires des entreprises du nouveau monde. Et moi, je pensais alors à un capitalisme éclairé,
ou un capitalisme, je sais pas moi, vert ou visionnaire, planétaire, enfin voilà. Et la même chose, deuxième chose, alors là c'est du côté des universités, moi je viens un peu du monde universitaire, etc. Mais je trouve qu'on est encore fort à la marge, j'ai l'impression que les universités, elles suivent l'industrie. Elles ne sont pas les inventeuses, c'est des gens qui ne sont pas du tout du monde de l'université, qui ont amené les concepts, je veux dire, il y a les Pierre Rabhi, etc. Ce sont ceux-là qui ont élaboré une autre manière de voir et qui ne sont pas du monde universitaire. Alors, parce que l'université est encore complètement accrochée à l'industrie des années 60. Et donc, comment ça se fait qu'il n'y a pas des centres de recherche du développement durable dans chaque université ? Une fac du développement durable. Moi, je viens de la fac de biologie, mais il faut des facs interdisciplinaires où les économistes parlent avec les biologistes, qui parlent avec, etc. Voilà. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment du financement à faire là-dedans et à pousser à y aller, quoi. Donc première question pour Frédéric Rouvet et la deuxième pour Thomas Bowens sur les universités. Alors sur le think tank, c'est effectivement un think tank, c'est un think and act tank. Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'est baptisé. Alors il y en a un, c'est 2030 effectivement, mais il n'y a pas. D'ailleurs il y a, je pense, un site sur LinkedIn ou des choses comme ça, vous pouvez vous suivre. Mais il y en a d'autres. Hein. Moi j'ai assisté à plusieurs universités d'été, voilà, qui s'appellent Transmutation, qui regroupe des gens effectivement, la plupart décideurs d'entreprise, et qui chaque année, sur une thématique très particulière, écoutent, s'ouvre à des gens très souvent de l'international qui viennent faire part de telle ou telle approche, et puis de voir comment, après, il y a des espèces de groupes de réflexion qui se par table, et on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion chacun pour son activité ou pour enrichir l'activité des autres. Donc oui, il y a des think and act tanks qui existent au niveau de l'entreprise, au niveau des décideurs, de plus en plus souvent, et dans ce sens. Et j'anticipe quand même sur la deuxième, parce que la fille d'une amie vient de faire un master à Columbia, qui est quand même une très très bonne université new-yorkaise, à Columbia, en développement durable. Et je peux vous dire que quand les Américains commencent à donner des cours de développement durable dans des masters, dans leurs universités prestigieuses, c'est quand même quelque part le curseur a changé par rapport aux objectifs. Donc vous ne devez pas trop vous désespérer, mais c'est vrai qu'en Belgique, on est probablement encore un peu à la traîne. C'est dommage de voir que ce sont les Américains qui, une fois de plus, prennent de l'avance. Columbia University, c'est quand même une très très bonne UNIF. Donc on a de l'espoir que les professeurs d'UNIF américains de demain, qui auront été là, pourront aussi s'inspirer et donner cours chez nous de développement durable. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même quelques centres ici en Europe aussi. Je vais parler des Pays-Bas puisque j'habite là-bas. Je viens moi-même d'un centre sur le développement durable, centre Copernicus pour le développement durable, Université d'Utrecht, où il y a c'est un centre interdisciplinaire, des politologues, des écologistes, quelques économistes comme moi, pas beaucoup, des sociologues, etc. Donc ça existe dans d'autres universités aussi aux Pays-Bas, et en Belgique il y a aussi des initiatives très intéressantes qui vont dans ce sens-là. Donc petit à petit on brise les murs des disciplines. Et on travaille. L'interdisciplinarité est de plus en plus un buzzword, un mot-clé. Hein, dans la pratique, il y a encore du chemin à faire. Un autre mur à briser, c'est certainement celui que la transdisciplinarité essaye de briser, c'est-à-dire sortir un peu les recherches de l'université, hein, de la tour d'ivoire un peu académique, et travailler beaucoup plus avec les acteurs de la société non académiques de A à Z. Hein, ça, c'est un peu le défi de la transdisciplinarité.
Donc voilà, il y a du chemin encore à faire, énormément de chemin à faire, mais je pense qu'il y a des sources quand même d'espoir ici ou là. Et voilà, espérons que ça change suffisamment rapidement. Oui, moi je voulais juste ajouter, ça vaut pour les universités, mais ça vaut aussi globalement en fait, tant dans le langage courant que dans les médias. L'idéologie économique dominante, elle est dominante aussi dans le langage courant. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que même ici, on se réfère au PIB, on se réfère à la croissance, alors que ce sont des indicateurs qui nous disent très peu, vraiment, ou plus grand-chose par rapport au bien-être des gens ou par rapport à l'impact environnemental, parce que c'est ça, les termes qu'on utilise quand on parle d'économie. Et donc, dans les universités, il y a des choses qui bougent, mais c'est partout, en fait, c'est y compris dans les médias, dans le langage courant, qu'on doit cesser de dire que ceux qui intègrent ou ceux qui parlent du lien entre l'économie et le bien-être ou du lien entre l'économie et l'environnement, ben, c'est l'économie alternative, l'autre économie. On parle d'indicateurs hors bilan, non financiers, enfin, comme si c'est encore marginal, en fait. On est encore dans la marginalité et il faut que partout. Donc je voulais vraiment renchérir sur la question en disant que c'est à l'université, mais pas que à l'université, que ces questions doivent devenir mainstream, quoi. Elles doivent devenir, quand on parle d'économie, logique, normale, pas marginale ou un truc en plus ou une nouveauté. On a eu la question d'un homme. Est-ce qu'il y aurait une femme dans la salle qui veut prendre la parole aussi ? Oui, bonjour. Comment est perçu par le gouvernement wallon et par le fédéral ce que vous faites à Bruxelles ? Est-ce qu'ils entendent ? Est-ce qu'ils voient ? Est-ce qu'ils admirent ? Est-ce qu'ils veulent reproduire ? Est-ce qu'ils sont inspirés ? Mais c'est difficile à dire parce que mon homologue wallon, je ne m'intéresse pas beaucoup. Mon homologue, je veux dire, par contre, ses collègues, Philippe et Céline sont évidemment très intéressés et essayent d'appliquer certaines recettes dans leur sphère de compétences. Par exemple, avec Céline, on a parlé beaucoup du soutien aujourd'hui aux petits commerces qui font du vrac, par exemple, ou ceux qui ont eu en fait beaucoup le vent en poupe à l'occasion de la pandémie. Et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés. Et donc là, ils essayent de le mettre en œuvre. Au Parlement wallon aussi, nos collègues wallons essayent de porter auprès de Willy Borsu un certain nombre de choses qu'on fait aussi à Bruxelles. Donc là, voilà, je dirais plutôt que c'est l'indifférence que de l'hostilité. Au niveau fédéral, c'est en fait un petit peu pareil. Il y a des points sur lesquels il y a une proximité forte quand on parle, où il y a une convergence d'intérêts quand on parle avec l'EMR, comme ça on le dit tout de suite. De la défense du commerce local, de l'artisanat, c'est des questions sur lesquelles on peut avoir des convergences. Si on se met à parler de l'impact environnemental des grandes entreprises, là ça devient plus compliqué. Merci beaucoup. Je propose de s'arrêter là pour ce soir. J'espère que cette conférence vous a autant intéressé que moi. Et de toute façon, on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot, aussi bien pour les entreprises, les académiques que le politique et même les particuliers. Donc on pourra continuer la bataille demain.